Je suis ravi de vous retrouver avec Luc Châtel, vice-président de l'UMP. Bonjour, donc bienvenue. Bonjour, La vague bleue est incontestable. Maintenant, c'était assez intéressant de vous voir réagir les uns et les autres sur les plateaux hier soir à la télévision et ce matin à la radio. C'est que c'est un mélange de haro sur François Hollande et en même temps de modération. Je veux dire, dans le ton. Oui, parce que nous sommes des responsables politiques et notre pays va mal. D'ailleurs, les chiffres qui sont communiqués ce matin sur la situation budgétaire et financière le montrent. Donc, nous ne nous réjouissons pas de l'état du pays. Maintenant, c'est vrai, c'est une déroute personnelle pour François Hollande. C'est une déroute électorale. 150 villes qui basculent à droite, ça ne s'était pas vu depuis 1947, avec de vrais symboles, avec des villes qui étaient ancrées à gauche depuis 80 ans. Charleville-Mézières, dans ma région, 80 ans de politique de gauche. Une déroute personnelle pour le président de la République, parce que son propre conseiller est laminé dans sa propre ville. Le ministre de Vous l'économie, parlez de Pierre Bernard Poignon à Quimper. Bernard Poignon à Quimper, Pierre Moscovici, qui est battu à Valentinier, Hmm. dans une terre de gauche. Donc c'est un message direct, personnel, que les Français ont voulu Quel envoyer. résultat ce matin? Parce que tout le monde s'interroge. Bah, écoutez, c'est au Parce président. on a plusieurs sujets à traiter. L'UMP, ce qui va se passer, les résultats, le Front National. Commençons par le commencement, c'est-à-dire le pouvoir. C'est pas le commencement pour vous, mais c'est la question des Français. Ah, mais- Quelle est, selon vous, l'hypothèse qui pourrait maintenir le bateau France, j'allais dire, sur les rails pour les semaines et les mois qui Ah, viennent? mais le commencement, pour nous, c'est le pays et l'avenir du pays. Je vais vous dire, François Hollande paye aujourd'hui sa campagne électorale de 2012. Cette énorme tromperie. Moi, j'ai entendu ce matin des électeurs socialistes dire qu'ils avaient voté contre les socialistes hier parce que François Hollande leur avait menti. J'ai entendu des militants de gauche expliquer que ce qu'ils voulaient maintenant, c'était le discours du Bourget. Le discours du Bourget, c'est-à-dire Ça a le toujours marqueur existé. à gauche. Le changer la vie de François Mitterrand Oui. n'a jamais eu lieu, la fracture sociale de Jacques Chirac non plus, et les grands discours de Nicolas Sarkozy, beaucoup de gens, la preuve, les résultats de 2012 n'y ont pas trouvé leur compte. Oui, Donc sauf c'est que- un classique. Mais que peut-il faire ce matin? C'est Hérault, c'est Fabius, c'est Valls ou c'est un changement de politique? Et dans les exemples précédents que vous citiez, il y avait un président de la République, à un moment ou à un autre, qui a assumé une politique ou un changement de cap. Ça a été le cas de Jacques Chirac, par exemple, au moment de l'euro. Ça a été le choix de François Mitterrand, qui a fait un virage politique et qui a fait suivre sa majorité. La difficulté, c'est que Il a François abandonné le Hollande... socialisme pour passer à l'Europe. C'est que François Hollande, si vous voulez, aujourd'hui, je ne vois pas comment il va avoir la majorité Donc c'est une impasse. de la politique. Bah, écoutez, je m'interroge sur la suite des événements. Parce que le message d'hier est ravageur pour le président de la République. Et je ne vois pas quelle solution il a pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui soutienne la politique qu'il a initiée. Mais est-ce qu'il Il peut nous changer- explique le 31 décembre que Pardonnez-moi. c'est le pacte de responsabilité qui est désormais sa priorité. On met 4 mois pour connaître la teneur de ce pacte. Il, manifestement, confirme cela dans les derniers jours en indiquant que c'est sa priorité. Or, hier, a écouté un certain nombre de responsables Bah, les socialistes. Verts, la gauche de la Ils gauche, n'en veulent les, pas. les députés socialistes qui Ils n'en vont se veulent pas. réunir ce matin. Moi, j'avais compris que le gouvernement voulait engager sa responsabilité à l'Assemblée nationale sur le pacte de responsabilité. C'est ce qui est prévu. Je ne vois pas comment M. Hollande peut avoir une majorité demain sur ce pacte. Et alors donc vous considérez quoi? Que c'est l'impasse totale? Bah, Qu'on va vers la dissolution? Non, mais ça, c'est pas à moi d'en décider, c'est au président de la République. Mais en tout cas, nous avons besoin d'un président de la République qui tranche, Et qui donc, il faut qu'il arbitre, parle. Donc il faut qu'il qui parle dans les heures décide, qui viennent. qui agisse une bonne fois pour toutes. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on a des discours. On nous dit blanc un matin, le soir, c'est noir. Systématiquement sur tous les sujets, sur la politique budgétaire. Le président de la République disait encore il y a quelques semaines, nous avons rétabli les comptes publics. C'est faux, nous l'avions dénoncé. Eh bien ce matin, oui, nous avons enfin la lumière des chiffres. Eh bien les chiffres, ils sont dévastateurs. Mais est-ce que vous restez par Puisqu'on rapport à comprend ça pourquoi la Commission européenne nous a mis sur surveillance renforcée. Est-ce que par rapport à ça, vous restez, évidemment, vous allez rester des combattants de l'opposition, mais est-ce que vous restez, j'allais dire, en observateur, tout en combattant la politique du gouvernement et en ne votant pas la confiance? Ou est-ce que vous considérez que, finalement, il pourrait y avoir une sorte d'accident politique dans cette présidence que vous considérez comme aléatoire? Non mais moi, Guillaume Durand, je ne suis pas dans le commentaire, la simulation. Non, moi, je pose une question moi, simple. je prends acte. Si d'une vous me dites que la victoire. présidence est aléatoire, Je prends acte d'une victoire historique pour la droite aux élections vous allez municipales. venir. Mais je ne fanfaronne pas parce que notre pays va mal et qu'il est actuellement dans l'impasse. Donc le seul moyen d'en sortir, c'est d'avoir un président de la République qui prend de la hauteur, qui décide enfin,
qui est à la hauteur de sa fonction et qui fixe un cap et qui dégage une majorité autour de ce cap. Mais imaginons par Nous exemple avons besoin de ça. qu'il envisage, ça paraît invraisemblable, hein, mais une sorte de gouvernement d'union nationale. Vous iriez ou pas sur, Non, mais décider sur la aujourd'hui. politique? Mais quelle politique? Bah, ça, Moi, ce qui évidemment, m'intéresse, c'est le s'il contenu de vous la appelle, c'est politique. qu'il aura changé. Ce qui m'intéresse, c'est pas X ou Y à Matignon ou tel ou tel portefeuille. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le choix, le cap politique. On voit bien que depuis notre pays a perdu 2 ans. François Hollande, pendant la campagne de 2012, a nié la crise. Il a tenu un discours des années 70. Eh bien, nous payons cash cela aujourd'hui. Nous expliquer qu'on doit taxer le capital au niveau du travail, eh bien écoutez, on le paye aujourd'hui. On paye par le désinvestissement. Par Donc tous vous ces attendez grands- ce matin de savoir ce qu'il va décider et ce qu'il va le dire. Écoutez, moi j'attends un électrochoc de la part Alors, du président de la République. Parlons de l'UMP. Beaucoup des ténors de l'UMP et l'UMP elle-même, après donc la défaite de 2012, on a l'impression que vous étiez un peu des grands brûlés de la vie politique. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la tendance s'est inversée avec cette victoire qui est incontestable et incontestée? L'UMP a connu des moments difficiles, d'abord parce que nous avons perdu les élections, ensuite parce que nous avons connu une crise interne grave. Nous nous sommes reconstruits, nous avons travaillé, et aujourd'hui nous remportons notre premier succès. Nous n'allons pas non plus bouder notre plaisir, ça fait 13 ans qu'on attend une victoire électorale dans des élections locales. Et il serait un peu curieux de faire la tête aujourd'hui parce qu'on gagne les élections, alors que nous faisions la tête hier parce que nous les perdions. Voilà, donc maintenant, ça ne résout pas toutes les questions. Nous devons retenir les leçons de ce scrutin. Ce qui nous a fait gagner, c'est d'abord parce que nous étions rassemblés, c'est parce que nous avons été capables d'être collectifs, nous avons été capables de faire émerger de nouvelles têtes, et puis nous avons présenté des projets municipaux avec des marqueurs simples, des marqueurs lisibles. Voilà, donc ça doit nous servir de leçon, à mon sens, pour les prochaines élections. C'était quand même une campagne de sanctions à l'égard de François Hollande. Bien sûr, c'était une campagne de sanctions, mais en même temps, c'est aussi une victoire et c'est l'émergence d'une nouvelle génération à l'UMP, ce qui est une bonne chose. Maintenant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Nous allons continuer notre devoir d'opposition. Nous devons être force de proposition, surtout, pour convaincre les Français. Est-ce que vous considérez que derrière cette élection, il n'y aura plus, j'allais dire, de complot à l'intérieur de l'UMP? Parce qu'on a dit, vous le savez, vous n'êtes pas un naïf, que l'UMP était dirigée en sous-main par les sarkozystes pendant un temps, puis on a écrit il y a 15 jours encore que François Fillon préparait un putsch pour après les municipales si ça se passait mal. Est-ce que vous considérez que Copé est conforté et que maintenant il va falloir attendre un certain temps avant que les questions de personnes ne soient... En tout cas, est-ce que c'est votre souhait? Écoutez, avant qu'elles ne soient remises clairement sur la table? Écoutez, repartir dans des querelles internes, alors que premièrement, nous venons de d'avoir une victoire sans précédent dans des élections locales. Deuxièmement, avec la situation du pays que l'on connaît, ne serait pas très digne. Voilà. Donc, remettons-nous au travail, nous retenons les leçons de ce scrutin, rassemblons-nous pour préparer les prochaines échéances. Nous avons gagné une étape importante. Donc, Copé reste. Nous avons une prochaine étape qui sont les élections européennes pas de putsch de Fillon dans un mois. Mais pourquoi voulez-vous parler d'un putsch? Non, mais ça s'est écrit, vous l'avez ça lu s'est comme écrit, mais vous avez ça s'écrit il y a interrogé 15 jours. les intéressés. Moi, j'ai pas, excusez-moi, mais moi, nous avons eu des bureaux politiques chaque semaine, nous avons eu des réunions du comité politique, et je n'ai rien vu venir. Voilà. Donc, moi, je prépare les prochaines élections. Ce sont les élections européennes qui sont très importantes pour nous. Prenons les scrutins les uns après les autres, travaillons au service des Français, dans l'unité, et restons modestes, ça aidera. Luc Châtel, en tant que vice-président de l'UMP, vous venez de parler des européennes, et effectivement, il y a la grande question de cette ligne de fracture qui existe dans tous les secteurs de la vie politique en France sur l'Europe. C'est-à-dire que, évidemment, le Front National est contre, la gauche de la gauche est contre, en tout cas la pression européenne, et à l'intérieur même de l'UMP, vous avez des gens qui sont très pro-européens, Alain Juppé, et d'autres qui ne sont pas vraiment comme Henri Guénaud. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi, dans la perspective de ces élections européennes, que vous clarifiez votre position? D'abord, et qu'il n'y en ait qu'une seule. D'abord, je vais vous dire, je pense que ce clivage que vous décrivez n'est pas exactement celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une grande majorité des adhérents, des élus de l'UMP qui sont favorables à l'Europe et qui sont très européens. Simplement, ils mettent le doigt sur des difficultés qu'a l'Europe à s'organiser et sur les faiblesses de l'Europe. Donc nous sommes dans une logique, en préparant ces élections européennes, de réfléchir comment on peut, en étant toujours aussi européen, moi j'appartiens à la sensibilité européenne au sein de l'UMP, en étant encore plus européen, comment on peut améliorer le fonctionnement de l'Europe pour qu'elle soit plus efficace et mieux comprise des Français. C'est sur ce terrain-là que vous allez être bastonné par Marine Le Pen. Mais, écoutez... c'est elle qui va dire, moi je suis la droite nationale patriote,
Et finalement, l'UMPS, enfin, vous connaissez les slogans qu'elle a, Oui, écoutez, on peut ne être, sont que finalement les apparatchiks de la Commission de Bruxelles. Ça va être ça pendant 3 semaines, maintenant mais un mois. l'idée manichéenne qui consiste à penser qu'il y aurait les patriotes de l'un, et les fédéralistes de l'autre, elle est absurde. C'est pas le sujet. On peut être patriote, défendre la France, Mmh. et puis regarder objectivement l'évolution du monde et comprendre que la France, c'est 1% de la population mondiale, alors que l'Europe, c'est, un tiers de la richesse, mondiale. Mmh. C'est-à-dire que c'est la première puissance économique mondiale. Donc on peut utiliser la construction européenne pour valoriser ce qu'est la richesse française. Incontestablement, le Front national, ce sera ma dernière question, a progressé, même si le nombre de villes gagnées est quand même inférieur à 15. Est-ce que vous considérez que le bipartisme, c'est terminé? Non, je ne considère pas que, le jeu de Marine Le Pen a réussi. Il y a une progression du Front national, mais il n'y a pas le raz-de-marée qui était attendu, et il y a eu d'ailleurs une correction hier. Il y a certes 11 villes qui vont être administrées par le Front national, mais il n'y a pas de fatalité face au Front national. Vous vous rendez Plus compte des que apparentés, Front vous vous national, rendez compte que, Orange. excusez-moi, mais je vais être très direct, à Fréjus, si on avait des candidats qui avaient été capables de s'entendre, si on n'avait pas un maire sortant qui avait 5 ans d'inéligibilité, eh bien, on n'aurait pas un maire Front National aujourd'hui à la mairie de Fréjus. Hmm. Donc, aux endroits où nous avons des maires compétents, intègres, qui font leur travail, et, eh bien, le Front National recule. Ça aurait été le cas aussi à Béziers. C'est-à-dire que si la gestion de la ville de Béziers avait été satisfaisante par la droite, il n'y aurait pas eu de Écoutez, candidat socialiste qui presque, finalement serait maintenu euh, contre le candidat ben, sortant. écoutez, je constate qu'à Béziers, le Parti socialiste a eu un discours qui n'a pas été son discours national. Voilà. Donc, faites ce que je dis, faites ce que je fais, pas ce que je dis. Merci beaucoup Luc Châtel d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. Merci à On vous. va retrouver évidemment Magali, Christophe et toute l'équipe de LCI pour les commentaires politiques toute la matinée.